On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des centurions. C'est tout à fait novateur, c'est unique à la région et dans les faits, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme l'émission de télé que vous regardez peut-être à Radio-Canada au cours des 2 derniers étés, Les Dragons, où il y a des gens d'affaires qui écoutent des propositions et qui sont prêts à investir des sous. Et les centurions, ce n'est pas un show de télé, mais c'est à peu près la même chose. Donc, c'est des investisseurs de la région qui peuvent mettre de leur poche entre 50 et 500 000 à la disposition des gens qui ont des projets à leur proposer. La porte d'entrée, c'est les CLD de la région, région du Richelieu, région également de Green Bay-Yamaska. Et le président du conseil d'administration, c'est René Bouchard, l'ancien directeur général et actionnaire du groupe Le Canada français. Donc, M. Bouchard reprend du service à la tête des centurions avec l'aide également des CLD et des caisses populaires des jardins. Bref, on va le recevoir dans quelques instants. Mais d'abord, on parle des handicapés, on parle du plan d'action qui vise l'intégration des personnes handicapées. C'est le 10e anniversaire et on poursuit la route et tout ça à l'intérieur de l'enveloppe de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait quelques années qu'on vous en parle de ce plan d'action qui vise l'intégration des personnes handicapées sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, à chaque année, on le bonifie, on le met à jour. Il y a eu des consultations aussi dans le passé auprès de différents organismes. Bref, on va faire un peu la mise au point, la mise à jour du dossier. 4 invités pour en parler. D'abord, Marie Côté du service des loisirs. Bonsoir. Bonsoir. De même que Patricia Poisson, qui est conseillère municipale. Bonsoir. Bonsoir. Mélanie Dufresne, conseillère municipale. Bonsoir. Et Luc Côté, qui est monsieur Transport à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Je vais commencer avec Marie. Ça fait combien d'années qu'on parle de ce plan d'action qui vise l'intégration des personnes handicapées? En fait, le plan d'action, c'est un exercice qu'on doit faire annuellement et ça fait maintenant 10 ans qu'on fait des plans d'action. Donc, ça représente à peu près près de 250 mesures qu'on a réalisées pour faciliter l'accès de nos services. Bon, quelques exemples rapides pour que les gens puissent avoir en tête un peu qu'est-ce qu'on a pu faire en 10 ans là, qui a visé l'intégration des personnes handicapées. Je vous dirais que, entre autres, parmi les mesures majeures qu'on a réalisées, c'est qu'on a beaucoup travaillé à l'amélioration de l'accessibilité de nos bâtiments municipaux. La ville de Saint-Jean a beaucoup de bâtiments, beaucoup de vieux bâtiments. Par exemple, à l'Hôtel de Ville, vous avez vu au cours des années, on a construit devant l'Hôtel de Ville une rampe d'accès, on a mis une plateforme élévatrice dans l'escalier, on a mis aussi un ascenseur qui permet de monter dans la salle du conseil. Donc, on a fait des interventions de cette nature-là dans beaucoup de bâtiments au niveau de la municipalité. On a travaillé aussi beaucoup, et c'est ce qu'on fait de plus en plus au niveau de la formation et de la sensibilisation du personnel. Évidemment, pour pouvoir tenir compte des besoins des personnes handicapées, il faut travailler à sensibiliser nos gens pour leur faire connaître les besoins. Bon. Patricia et Mélanie, vous êtes toutes deux de nouvelles conseillères municipales. Vous sortez à peine d'une campagne électorale où c'est un moment de l'année où vous rencontrez un paquet de gens qui vous soumettent un paquet de problèmes. Là, maintenant, vous êtes dans le comité en question. Donc, qu'est-ce que vous avez en tête? Quelle est la commande que vous passez aux fonctionnaires pour les années à venir à l'égard de l'intégration des personnes handicapées? Bien, nous, à l'hôtel, c'est sûr qu'à l'Hôtel de Ville, au niveau des projets, notre rôle, puis ce qu'on veut aussi, c'est de faire en sorte que ces projets-là qu'on tiennent compte de l'accessibilité pour les personnes handicapées, et autant physique qu'intellectuellement. Alors, c'est ce côté-là que nous, on est comme, on peut dire, des chiens de garde à l'Hôtel de Ville pour que les projets qui sont montés, pour ne pas retravailler le projet après, dire « Oh, on a oublié ça, on n'y a pas pensé ». Fait que c'est un peu notre rôle de voir en sorte que tout se fasse et que tout soit là à la base. Mélanie? Avec les rénovations qui s'en viennent au centre-ville, il va y avoir plusieurs dossiers qu'on va voir passer. Donc, on veut s'assurer aussi que notre centre-ville soit accessible pour toute personne ayant différentes problématiques. Et il faut se rappeler aussi que la population est vieillissante. Donc, quand on parle d'accessibilité universelle, on parle aussi de les personnes âgées, entre autres, qui vont avoir des problèmes de vision, qui ont des problèmes d'ouïe. Donc, c'est très vaste quand on parle d'accessibilité. Bon. Et quand on parle d'accessibilité, on parle forcément de mobilité, on parle de transport, parce que ça vient avec aussi. Quels ont été les impacts depuis votre entrée en poste à l'égard justement des demandes qui viennent de ce plan d'action par rapport au service du transport? Bien, c'est justement de prendre, comme les conseillères municipales l'ont mentionné, c'est de prendre en compte cette réalité-là, donc d'avoir une accessibilité pour tous. Donc, ça veut dire que lorsqu'on implante un abribus, bien, faisons la conception pour qu'il soit accessible, pour qu'il n'y ait pas d'obstacles nuisibles pour les gens qui... on pense à la chaise roulante, mais on peut penser aussi à une maman avec sa marchette, avec sa poussette,
qu'il n'y ait pas d'obstacle pour se rendre dans l'abribus, qu'il puisse tourner à l'intérieur de l'abribus. Donc, c'est toute une conception à faire avant de livrer le produit. Bon. Je sais, à une certaine époque, je prends l'exemple de Montréal, où on avait les fameux autobus à plancher bas, là, les Novabus en question. Nous, ici, quelqu'un qui est handicapé, de quelle façon peut-il avoir accès aux autobus en ce moment-là? Bien, il y a déjà quelques autobus qui sont équipés donc pour l'accessibilité, donc pour les chaises. Par contre, le problème va se retrouver plus sur le trajet, où il y a beaucoup de rues dans Saint-Jean qui n'ont pas de trottoir. Donc là, à ce moment-là, l'accessibilité, même si l'autobus peut se baisser, il y a toujours des limites à son abaissement. Donc, ça va être de penser aussi la façon d'accueillir les gens dans le réseau de bus. Donc, d'avoir un point de service qui soit accessible, donc qu'on puisse le concevoir avec, à tout le moins, une petite place avec un trottoir pour que la personne puisse monter dessus pour que la marche soit moins haute. Ça dépend des accès. Donc, si quelqu'un, je ne sais pas, part de son quartier, je vais dans le quartier NDL avec son fauteuil, il se rend à Grand-Bernier, il peut prendre le bus. S'il va au Carrefour Richelieu, c'est correct. Mais évidemment, s'il doit aller dans un autre endroit où l'accès de sortie n'est pas au rendez-vous, bien là, il y a un problème, là, c'est ça. Puis, pour compléter peut-être ce que Luc disait, c'est sûr qu'on travaille aussi au cours, en fait, depuis 2012, parce qu'on a un plan de développement pour l'accessibilité du transport collectif régulier 2012-2016, qui est intégré à notre plan d'action. Mais dans ce plan d'action-là, on travaille beaucoup aussi à faire cette analyse-là de l'accessibilité, autant de nos autobus globalement que de l'ensemble des circuits, parce qu'effectivement, c'est global. Là, tu ne peux pas embarquer en chaise roulante à un arrêt puis ne pas pouvoir débarquer pendant 5-6 autres arrêts. Là. Donc, il faut le voir globalement et c'est la façon dont on va le faire. On va analyser, puis quand on va être prêt à mettre en place les mesures, on va pouvoir le faire là, sur l'ensemble d'un circuit. Bon, quelles ont été peut-être, je ne sais pas, les rencontres que vous avez avec les électeurs ou les différents organismes? C'est quoi les demandes qui vous sont formulées? Je te dirais que les demandes, c'est vraiment plus au niveau de l'accessibilité quand on rentre dans les bâtiments ou les immeubles de la ville, on y travaille très fort. Puis même, on en parlait aussi de rentrer peut-être en collaboration avec les commerçants, les industries. On en a déjà parlé au niveau mobilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un dîner où que M. Caron, qui maintenant a dit il a fallu que je le vive pour l'implanter à mon industrie. Alors, je pense que si on pourrait travailler en collaboration avec eux autres, on a déjà sur la table de concertation beaucoup d'organismes avec nous. On travaille en concertation, puis les projets avancent. Mais je pense si on travaille tout le monde justement dans la même veine, bien, ça va juste permettre à nos citoyens de pouvoir se rendre où ils veulent, quand ils veulent. Bon, tantôt, on prenait l'exemple du centre-ville avec les travaux à venir, puis on le sait. Prenons l'exemple à Montréal de le boulevard Saint-Laurent qu'on a refait. Quand on est en travaux, il y a de l'excavation, il y a de la pierre, on met parfois des petits morceaux de bois pour passer d'un trottoir à l'autre. Ça va être un enjeu, ça, dans le centre-ville des prochaines années. Oui, ça va être un enjeu, mais quand j'ai mentionné la revalorisation, c'est aussi quand ils vont nous déposer les projets, c'est quand ils vont faire ces rénovations-là, c'est de s'assurer que ça soit accessible. Donc, une fois que ça va être rénové, là, est-ce qu'ils vont être capables de passer? C'est la question qu'il faut se poser avant d'avoir un constat, donc un produit final qu'on a payé, mais que, oups, finalement, il y a eu un oubli, ça passe pas, ce fauteuil roulant-là passe pas. Puis je peux vous donner l'exemple, vous parliez de demande de citoyens. Un exemple du pont. Présentement, 2 quadriporteurs qui se promènent à sens inverse sur le pont. Là, ça marche pas? Ça marche pas. Il y en a un, il faut qu'il recule puis qu'il retourne. Non. Oui. Ça, je sais. Alors, c'est ça qu'il faut voir avant les rénovations. On peut pas miroir, là. Non, c'est ça. Alors, l'idée est de voir avant les rénovations pour ne pas avoir à refaire quelque chose. C'est ça qui est important ici. C'est là qu'on dit notre rôle à l'Hôtel de Ville. Quand ils ont emmené le nouveau pont, on a dit, là, est-ce que ce problème-là va pouvoir être réglé? Parce que quand on n'est pas handicapé, là, on n'a pas connaissance. Exactement. Puis c'est ça que j'allais dire. En fait, c'est tantôt, je parlais de formation puis de sensibilisation du personnel. L'exemple des travaux, c'est un très bon exemple. On fait des travaux, on met une clôture, on fait un trou. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'on pense à la personne qui a une déficience visuelle, qui se déplace avec une canne? Comment elle va rencontrer ces obstacles-là? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'on va sécuriser ces chantiers-là? Donc, ça passe beaucoup par la formation puis la sensibilisation des personnes concernées.
Moi, qui a environ 17-18 ans, j'étais un peu sensibilisé parce qu'avec les jumeaux, on avait des pouces-pouces 2 de large. Donc, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des places que ça ne passe pas partout. Mais évidemment, ça dure 1 an ou 2, puis après ça, tu l'oublies. Monsieur Côté, je sais, bon, à Saint-Jean, il y a différents endroits où on a des intersections, des feux de circulation sonores. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est appelé à... Ça fait partie de l'accessibilité. Donc, il faut rendre, si on veut amener les gens à marcher, donc dans la mobilité, il y a la base qui est marcher. Donc, si on veut les amener à marcher, il faut que le trajet soit, 1, sécuritaire et 2, confortable. Donc, le fait d'amener des feux sonores, ça améliore la sécurité pour les gens, justement, qui ont un problème d'audition. Alors, c'est des éléments mais ça, c'est un peu au cas par cas, là. On ne va pas installer, placarder mur à mur des feux sonores. Donc, c'est vraiment là où il y a un besoin ou que l'intersection peut être plus critique que ces feux-là vont être installés. Bon, quand on parle d'accessibilité aussi, c'est aussi les services en ligne, c'est l'Internet, c'est le téléphone. Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'il nous reste à faire vis-à-vis ce genre d'accès-là aux services-là? C'est sûr que les communications accessibles, c'est justement un bel exemple. Dans notre plan d'action 2014, on veut travailler à développer tout le côté des communications parce qu'effectivement, c'est un volet important pour une municipalité. Je vous dirais que ça va même jusqu'au point où on veut travailler davantage aussi sur un langage accessible. Il y a des études au Québec qui prouvent présentement qu'il y a à peu près 50% de la population qui ne sont pas nécessairement en mesure de comprendre le langage qu'on utilise. Donc, c'est sûr qu'une des mesures qu'on a cette année, on veut débuter des formations pour le personnel de la municipalité qui vont travailler davantage au niveau des communications pour les amener à réfléchir autrement les communications, puis penser justement à adapter notre niveau de langage pour faire en sorte d'être le mieux compris par l'ensemble de la population. Mais ça peut être aussi de travailler sur, par exemple, la signalisation, les contrastes de couleurs. Il faut s'assurer que, entre autres, le lettrage qu'on va choisir, c'est un lettrage qui va bien se voir. Quand on a une déficience visuelle, des fois, les nuances ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, on travaille à différents niveaux et c'est la même chose pour les services en ligne. Là. Dans une ville d'à peu près 95 000 de population, les personnes handicapées ou qui ont différentes limitations, c'est combien? C'est 1 000, c'est 2 000, c'est 3 000 personnes? En fait, on estime au Québec là, que les personnes handicapées représentent 10,4 de la population. Quand même. Donc, à Saint-Jean, ça peut représenter là, autour de 10 000 personnes. Évidemment, quand on travaille pour les personnes handicapées aussi, ce qu'on se rend compte, parce que ça fait 10 plans d'action, on a une certaine expérience, c'est qu'on améliore l'accessibilité des services pour un plus grand nombre de gens. On en parlait tantôt, les personnes âgées, les enfants, les familles, quand on se promène avec des poussettes, le livreur, les personnes malades. Donc, on touche beaucoup de monde. On améliore les services pour, c'est ça, une grande partie de la population. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Oui, puis on peut rajouter aussi ce qu'on disait, les handicapés temporaires. Aussi. C'est quand on se brise une jambe, on n'est pas habitué, les services ne sont pas adaptés, alors fait que notre 10 000, des fois notre 10 il peut augmenter un petit peu. Bien, vous quatre, merci beaucoup. Bonne continuation. Donc, je pense que c'est la preuve vivante que ce dossier d'intégration des personnes handicapées est plus large, là, comme on dit, vise évidemment c'est très utile, évidemment, pour la collectivité. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des centurions. J'ai bien aimé le titre vu dans les journaux tout récemment. On disait « Après les dragons, voici maintenant les centurions ». Qu'est-ce que c'est? Comme une cellule, une forme d'aide au démarrage d'entreprise, mais ici même dans la région du Haut-Richelieu. Pour nous en parler, le président du conseil d'administration, Renel Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. D'où vient ce nom des centurions? Ça vient des Romains, sans doute. En fait, les centurions, c'était des gens qui prenaient soin de
Leurs soldats. Alors, l'idée vient de là, en fait, c'est qu'on cherche des gens, des investisseurs qui vont accompagner des entrepreneurs, des jeunes entreprises en démarrage ou des entreprises qui sont en croissance rapide. Et on va essayer de faire des bons matchs qui pourraient aider à développer l'économie locale. Bon, sauf que ça ne sera pas un show de télé. C'est pas un show de télé. En fait, ça n'a rien à voir avec un show de télé. La seule télé que vous allez voir à ce sujet-là, c'est celle qu'on fait ensemble ce soir. Tout à fait. En fait, on a déjà des investisseurs qui se sont manifestés et qui sont prêts à investir un montant qui peut varier de 50 000 à 500 000 dans une entreprise. Et d'un autre côté, on s'est associé au CLD de la région de Saint-Jean et de Grande-Bay. Et il y a des projets qui cherchent du financement, forcément. C'est difficile d'investir dans le démarrage d'entreprise. C'est souvent aussi difficile d'investir dans la croissance des entreprises. Certaines entreprises ont des bonnes idées pour croître rapidement, mais ils ont besoin de capitaux. Et ils ont besoin aussi souvent de mentors. Ouais. Alors, les centurions, ils vont organiser des rencontres entre des investisseurs qui sont prêts à écouter des projets et des investisseurs qui ont déjà investi dans un projet qui cherchent un partenaire. Est-ce qu'on se trompe en disant que la formule des centurions, est-ce qu'elle est inspirée ou calquée de l'émission de télé que les gens ont pu voir dans les 2 derniers étés, c'est-à-dire l'émission des Dragons à Radio-Canada? Oui, c'est le même concept, en fait. C'est qu'il y a des gens qui vont présenter des projets, puis il y a des investisseurs qui vont les écouter. Et dans la mesure où ils sont intéressés à participer à ces projets-là, à s'associer avec les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de financement, qui ont besoin de capitaux, qui ont besoin aussi de mentorat. Alors, on veut juste faciliter ces rencontres-là et ces matchs-là. Nous autres, les centurions, on n'a rien à voir, on n'a pas d'argent, on n'investit pas là-dedans. On met des investisseurs en présence de projets. Les gens vendent leurs projets. Et s'il y a des investisseurs seuls ou en groupe qui veulent s'associer à un projet, alors ça devient une entreprise privée, ça devient une affaire privée de négociation entre les gens qui ont des projets et les gens qui veulent investir dans des projets. Donc, la différence entre les centurions et les dragons, c'est que l'argent ne vient pas de vos poches directement. Ouais, c'est-à-dire l'argent ne vient pas de l'organisme. L'organisme, ce n'est qu'un facilitateur. L'argent vient des investisseurs intéressés à se présenter au projet. Nous autres, notre rôle comme conseil d'administration, c'est de faciliter ces rencontres-là et de s'assurer de la crédibilité des investisseurs qui vont se présenter pour s'associer à un projet et s'assurer aussi de la crédibilité à travers les CLD des projets qui vont être déposés. Donc, l'identité des investisseurs demeure quelque chose de privé? Plus ou moins. Ça dépend de chaque investisseur. On a un site Internet, d'ailleurs, qui a déjà démarré. Et sur le site Internet, les investisseurs qui le désirent, leur pedigree va être là, ils vont être annoncés officiellement. Si un investisseur veut participer à des projets, mais de façon anonyme, il peut le faire aussi. Alors, les deux sont possibles. Bon, on respecte la volonté. Jusqu'à présent, combien d'investisseurs se sont manifestés? On a 5 investisseurs dans le moment intéressés à écouter des projets. Puis, alors, dans les prochaines semaines, ces gens-là sont rencontrés, puis on prépare la première, finalement, rencontre entre des investisseurs et des projets. Je sais aussi, personnellement, que déjà quelques projets sont intéressés à se trouver des partenaires. Alors, c'est clair que nous autres, pas tard au printemps, on va organiser la première rencontre entre des investisseurs et des gens qui ont des projets. Donc, première rencontre au printemps. Donc, ceux qui présentent les projets, les investisseurs. Et puis là, est-ce que c'est un peu comme dans la formule, je reviens à l'émission de télé, mais est-ce que c'est un peu pour que les gens aient une image en tête? Donc, la personne va présenter son projet devant plusieurs personnes, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. C'est juste devant les investisseurs, c'est pas un show public, là. Alors, les gens qui ont des projets, ils vont faire un résumé de leur projet. Une fois que nous autres, on les approuve au conseil d'administration, on va les présenter aux investisseurs d'avance, un résumé du projet. Et les investisseurs intéressés à entendre ce promoteur et son projet, bien, ils vont se réunir, on va organiser une rencontre avec lui et les investisseurs intéressés. Puis à partir de ce moment-là, nous autres, le sort de ces projets-là n'est plus entre nos mains. C'est une affaire complètement privée entre les investisseurs et les gens qui ont des projets à proposer. Est-ce qu'on parle de... je ne sais pas si le nom est bon, mais est-ce qu'on parle d'un fonds de risque ici? Parce que quand on parle on parle de capital de risque d'une certaine façon parce que
D'abord, il y aura sans doute plusieurs projets qui sont des démarrages ou des quasi-démarrages, des jeunes entreprises qui sont qui roulent. L'idée est là, ils ont commencé, mais il leur manque l'élan. L'élan, c'est souvent du capital. Alors, du capital qui est difficile à trouver quand on n'a pas d'historique en affaires. Alors, c'est clair que d'une certaine façon, il y a du capital de risque qui va être implanté là-dedans. D'autres projets, ça peut être des projets de développement d'une entreprise qui est déjà bien établie, c'est moins du capital de risque, mais ça, c'est à chaque investisseur à juger de son propre risque et de ce qu'il veut faire. Parce que quelqu'un qui a une bonne idée, bon, il peut se faire aider par le CLD, plan d'affaires et tout ça, peut bien aller présenter le projet aux banques, mais des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Il y a des centres d'aide aux entreprises aussi. Mais le capital de risque, est-ce que je me trompe ou il y en a moins qu'il y en a déjà eu, là? Bon, généralement, de façon générale, il y en a moins tout le temps du capital de risque, par définition. Alors, par contre, il y a des entrepreneurs qui n'ont pas peur des risques puis qui ont le goût de s'investir et d'investir une partie de leur avoir dans des projets qui les fascinent ou des projets qui les intéressent. Alors, mais ça demande une implication de l'investisseur parce que je réfère encore une fois à l'émission de télé, mais c'est pas juste de dire à quelqu'un « tu as l'air sympathique, tu as une bonne idée, je vais te donner 5 000 pour t'aider ». Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Il faut que la personne... Il faut qu'il y ait une bonne connivence entre le promoteur et l'investisseur parce qu'il faut comprendre qu'ils deviennent des associés au bout de la ligne. C'est ça l'affaire. Et on ne s'associe pas avec n'importe qui, autant comme investisseur que comme promoteur. Alors, ça prend des gens qui ont le goût de travailler ensemble, puis qui, c'est pas juste une question d'argent, c'est des gens qui veulent vraiment travailler ensemble. Et nous autres, on met ça en place, ces initiatives-là, pour faciliter la réalisation de projets d'investissement. Et à terme, c'est une forme de création d'emplois pour la région. C'est ce qui nous tient à cœur. Est-ce que ce genre de mentorat ou de capital de risque existe ailleurs au Québec? Est-ce qu'on est innovateur là-dessus? Oui, on est innovateur. Cette formule-là n'existe nulle part ailleurs au Québec présentement. Ce qu'on espère, c'est que ça va être un succès. On doit souligner le fait que notre partenaire financier là-dedans, ce sont les Caisses des Jardins, le CFE, Centre de finance, c'est un centre de financement pour les entreprises de la région de Saint-Jean et de Granby qui sont associés ensemble chez Desjardins. Alors, les gens de Desjardins, Luc Bazinet et le bureau régional de Desjardins, ils croient au projet, ils l'appuient et ils financent le projet comme tel pour la première année. Et il y a leur intention en arrière de ça. Si on en fait un succès ici, c'est une idée qui peut s'exporter dans d'autres régions. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes ramassé là? Bien, moi, j'aime la région. Puis, dans la mesure du possible, je pense que on essaye chacun de mettre notre pierre pour construire une région qui va être encore plus prospère. Puis, c'est tout. C'est sans prétention non plus. C'est un petit coup de main à des gens qui veulent, à des projets, puis à des gens qui veulent continuer de développer la région. Parce que les vrais développeurs là-dedans, c'est ceux qui ont des projets, puis c'est ceux qui vont investir. Et l'idée des centurions, ça vient d'où? L'idée de base a été développée par Normand Flageols. C'est lui qui est arrivé avec ça en premier, mais on en a parlé. On a trouvé que c'était une bonne idée. Il en a parlé à Luc Bazinet. Le chemin s'est fait tranquillement. Ça a pris 1 an avant que ça accouche. Le bébé est mûr, puis on l'a lancé, puis on ne s'attend pas à des résultats mirobolants. On ne créera pas 300 emplois demain matin, là. Mais si quelques projets voient le jour et que des personnes dans la région travaillent grâce à ça et quelques entreprises se développent, bien, notre but aura été atteint. Bon, de quelle façon les gens qui voudraient soumettre des projets, peut-être des gens qui nous regardent, qui disent, bon, bien justement, il me manque un petit 20 000, un 50 000 pour démarrer mon affaire, puis j'y arrive pas, j'ai une bonne idée. Donc, de quelle façon les gens peuvent-ils entrer en contact avec vous? Bon, la meilleure porte d'entrée, c'est encore le CLD. Les gens peuvent s'adresser au CLD. On a signé des protocoles d'entente avec les CLD qui aident les gens dans les plans d'affaires à les mettre sur pied, etc. Donc, CLD du Haut-Richelieu et Haute-Yamaska? Ah oui, ceux de la région des Rivières, la région de Granby et la région de Saint-Jean. Alors, les CLD sont donc, les CLD associés, sont une porte d'entrée? La porte d'entrée principale. Vous pouvez toujours vous adresser directement sur le site Internet des Centurions, puis qu'on vous contacte. Mais la bonne porte d'entrée pour les projets, c'est quand même les CLD. Pour les Centurions, bien, vous allez sur le site Internet, vous manifestez votre intérêt, on communique avec vous, puis on enclenche le processus
de ratification des centurions. Là, les gens doivent remplir des documents. On essaye de ne pas trop alourdir ça là, quand même. On cherche des gens qui ont de la crédibilité dans le milieu des affaires, puis qui sont connus. Puis c'est pas, c'est pas un examen médical. Là. Pas trop compliqué. On essaye de faire ça pas trop compliqué, tout en gardant en vue l'objectif qu'on doit s'assurer d'avoir des centurions, investisseurs qui sont crédibles et aussi des projets qui sont crédibles. Et là, ces gens-là doivent évaluer la valeur de leur entreprise et ensuite demander, je ne sais pas moi, 20 des actions. Chacun peut présenter ça un peu comme il veut. Ouais. C'est des projets privés rendus là. C'est sûr qu'il faut toujours finir par enligner un peu de chiffres là, quand on veut des investisseurs. Mais ça, chacun peut le faire un peu selon sa façon. René Bouchard, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Bye-bye. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Loisirs et bibliothèques, il y a des activités, vous savez, à chaque moment de l'année. Là, c'est les inscriptions du printemps. Et maintenant, vous savez que vous pouvez le faire en ligne directement sur le site Internet de la Ville. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle vous est présentée, en fait, principalement le mercredi. Avec un conseil, on fait 2 émissions, les mercredis suivants et les jours suivants. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet en format YouTube, comme toutes les autres émissions d'ailleurs. Télébingo, il y a 3 500 $ en prix chaque semaine, dont la carte pleine à 2 000. C'est le dimanche matin 9h30 en direct au câble 9. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets sur le territoire des MRC au Richelieu et de Rouville. Et voici les coordonnées de la télévision du Richelieu. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.